Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale ont été installés ce matin par le président du Faso. Ils ont pour mission de rechercher et situer les responsabilités sur les crimes économiques et de sang de 1960 à nos jours. L'objectif est de faire la lumière sur ces dossiers et de réconcilier les Burkinabés entre eux. Les centres de santé de Fadangouma fonctionnent au ralenti depuis ce matin. Une grève du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale paralyse les services. Les membres du syndicat protestent contre les lenteurs dans le traitement des dossiers des agents de santé. La problématique de l'accès à l'eau potable remise au bout du jour à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau célébrée chaque 22 mars. Eau et emploi, c'est le thème de l'édition 2016. Commémoré à Napalgué dans le BAM, 400 forages ont été remis aux populations de 3 régions du Burkina. Et puis la Belgique a été frappée par des attentats terroristes ce matin. L'aéroport et une station métro ont été la cible des terroristes. Le bilan provisoire a fait état de 34 morts et 200 blessés. Les attaques ont été revendiquées par l'État islamique. Composé entre autres de juristes, d'autorités coutumières et religieuses, d'acteurs de la société civile, de médias et de forces de défense et de sécurité, les membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale ont été officiellement installés ce matin au palais de Kossiam par le président du Faso. Ils ont la lourde tâche d'assurer le traitement de plus de 5000 dossiers de crimes économiques et de sang qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement satisfaisant en justice. L'ambition est d'aboutir à la vérité, à la justice et à la réconciliation de tous les Burkinabés. Le point avec Frédéric Etienne Bassenga. Ils sont 21 et ils ont la lourde tâche de réconcilier tous les Burkinabés. Après la prestation de serment de ses membres le 10 février dernier, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale peut maintenant se mettre au travail avec l'onction du président du Faso. À cette cérémonie d'installation ce matin à Kossiam, le président du Haut Conseil a reconnu le chantier difficile, mais tout aussi exaltant. Lui et ses collègues entendent travailler sous le triptyque vérité, justice et réconciliation. Plus de 5000 dossiers déjà recensés et qui ne devront pas rester dans les tiroirs sont autant d'affaires pendantes qui nous attendent. Dans son fonctionnement, le Haut Conseil, qui ne remplace pas le système judiciaire formel, invitera celui-ci à l'appuyer fortement de ses compétences et de ses expertises. Dans son fonctionnement encore, le Haut Conseil puisera dans tous les atouts de la justice transitionnelle, ainsi que dans ceux des mécanismes palliatifs en usage dans nos sociétés. Pour le président du Faso, il faut forcément gagner. Le Haut Conseil doit créer les conditions les plus favorables à la réconciliation et à l'unité nationale, mais pas seulement. Au-delà du traitement des cas spécifiques des crimes de sang, des crimes politiques, des crimes économiques et des traumatismes divers dont il faut éviter la récidive, il est utile et indispensable d'appréhender les causes de ces transgressions et d'en éradiquer les germes et les causes depuis leur racine. En un mot, la nation demande au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale d'établir un ordre nouveau, débarrassé des violences de diverses natures et d'atteintes variées aux droits humains. Rochma Christian Kaboré a aussi demandé au Haut Conseil de s'approprier les conclusions du Collège des sages ainsi que celles de la Commission de réconciliation nationale et des réformes. Pour lui, ces deux conclusions sont un diagnostic des sujets, des sources de fractures et de crises qui minent le Burkina Faso. La 134e Assemblée de l'Union interparlementaire se tient actuellement à Lusaka, en Zambie. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina, Salif Diallo, a livré devant les députés du monde entier un discours dans lequel il a parlé de l'attachement de la jeunesse burkinabé aux valeurs démocratiques. Les travaux de cette Assemblée se tiennent sous le thème « Rajeunir la démocratie, donner la parole aux jeunes ». On écoute un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale burkinabé.
Ce thème, loin d'être un simple concept d'école ou une vue de l'esprit, cadre parfaitement avec les réalités africaines. Et l'exemple burkinabé est une brillante illustration. En effet, tout un chacun a pu suivre le développement de la crise sociopolitique consécutive aux tentatives de patrimonialisation du pouvoir d'État au Burkina Faso. Cette crise est intervenue à la suite du refus de l'alternance par le président en place et son obstination à vouloir modifier la loi fondamentale pour demeurer ad vitam aeternam au pouvoir. Dans un sursaut patriotique inébranlable, notre peuple a rejeté avec fermeté cette forfaiture contre la démocratie. La jeunesse a constitué le fer de lance de ce mouvement. Elle a été à l'avant-garde de ce combat de notre peuple pour plus de liberté et de démocratie. L'Union pour le progrès et le changement UPC s'est prononcée sur la répartition des postes à l'Assemblée nationale. Une conférence de presse aux allures de réponse aux déclarations de l'UNUR-PS sur la question. Hassan Gouragou, Moumouni Barou. Après la mise en place des différentes commissions parlementaires au sein du bureau de l'Assemblée nationale, l'UPC, au nom de l'opposition, s'était insurgé contre l'accaparement des postes par le groupe parlementaire MPP. La réplique ne s'est pas fait attendre par l'UNUR-PS. Elle a, selon l'UPC, condamné les propos relatifs à un accaparement des postes. On aurait compris que le MPP, à travers ses députés, puisse tenir de tels propos, on l'aurait accepté. Mais qu'un appendice de la majorité puisse se permettre, parce que on a bradé, j'allais dire à la limite, notre dignité. Le MPP a conquis le pouvoir d'État par les urnes. Et je pense que c'est son bon droit si le MPP tient certains propos. L'UPC affirme n'avoir jamais fait la bagarre autour du partage des postes, contrairement à certains propos. L'opposition que nous constituons, l'UPC, avait pour souci d'aller à la soupe, de conquérir des postes. Il était plus facile avec les 33 députés de l'UPC de s'allier avec le MPP, et le MPP n'allait pas avoir besoin de s'allier avec des petits partis. L'UPC s'est également prononcé sur la situation nationale, notamment celle de Kokoloego. Et selon elle, rien ne justifie la création de ces structures locales d'autodéfense qui, à la longue, pourraient être incontrôlables. Les membres du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale de la région de l'Est ont entamé une grève de 48 heures ce matin. Conséquence, les centres de santé ont fonctionné au ralenti. Le SYNCHA exige le traitement des dossiers des agents de santé de la région. Le constat de la grève avec Aimé Douamba et Lambert Soma. Des portes closes, nous sommes au CSPS 1 de Fadangourma. Dans tous les autres CSPS de la ville, c'est le même constat. Au CHR, c'est le service minimum. Les couloirs d'habitude bondés de monde sont pratiquement vides. Certains patients sont là et attendent. C'est seul le service minimum là qui fonctionne. Et jusqu'à maintenant, j'ai une équipe composée du DRH et du DCO qui sont en train toujours de faire les constats dans les services. Donc, quand ils vont finir leur ronde, on pourra avoir en tout cas un rapport complet de cette matinée. Les 5 sections du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale sont en mouvement de grève pour 48 heures. Cette grève se justifie par les motifs suivants. Nous exigeons un audit sur les traitements de correction des indemnités et autres des agents de santé de la région de l'Est. Nous exigeons également que nous ne voulons plus constater de perte de dossiers. Nous exigeons qu'un feedback puisse être au moins fait sur les dossiers qui ont été rejetés suite aux corrections. Et nous exigeons aussi le respect de la liberté du droit syndical. Et il y a un point également où nous exigeons le départ sans condition de M. le directeur régional du budget. Et enfin, nous exigeons qu'après l'audit, tous ceux qui seront reconnus comme fautifs partent de cette région.
Les membres du SINCHA se réservent le droit d'engager d'autres formes d'action pour l'aboutissement de leurs revendications. Mais en attendant, les malades eux aussi sont présents et espèrent des soins dans les meilleurs délais. Le gouvernement a adopté hier en Conseil des ministres extraordinaire un projet de loi de finances rectificative du budget de l'État gestion 2016. Le budget initial a été revu pour prendre en compte un certain nombre de facteurs. Quels sont les nouveaux chiffres du budget proposé? Quels sont les recadrages et les ajustements opérés par le gouvernement? La réponse dans cette analyse que nous propose Drissa Seri. Le Conseil extraordinaire des ministres du 21 mars 2016 a adopté le projet de loi de finances rectificative qui s'établit en recette à 1 617 milliards de francs CFA contre 1 583 milliards de francs CFA initialement, soit une hausse de 2,14%. En dépenses, 1 919 milliards de francs CFA contre 1 823 milliards de francs CFA initialement, soit une hausse de 5,31%. Le besoin de financement se chiffre à 302 milliards de francs CFA pour un taux de croissance espéré de 5,8% en 2016. Pour le gouvernement, le projet de loi de finances rectificative gestion 2016 vise à prendre en compte au budget de l'État la nouvelle configuration du gouvernement et à apporter des ajustements au budget au regard de l'évolution du contexte. L'une des caractéristiques de la nouvelle loi de finances, c'est l'augmentation des charges. Des ajustements ont été opérés pour prendre en compte un certain nombre de dépenses qui avaient été omises dans le budget initial, soit 40 milliards de francs CFA d'incidence de la loi 081 due à l'alignement du statut des contractuels sur celui des fonctionnaires, 20 milliards de francs CFA de soutien à la filière coton, 9 milliards au titre du programme socio-économique d'urgence de la transition, 2 milliards pour les études prospectives de réalisation des projets étatiques. À cela, il faut ajouter l'impact financier des mesures sociales annoncées par le gouvernement et la réalisation du processus de scission ou de fusion de certains ministères. Comment l'État va procéder pour résorber le déficit budgétaire? Il pourra recourir aux méthodes traditionnelles, c'est-à-dire solliciter des aides budgétaires directes et faire appel à l'endettement pour réaliser ces projets. Le ministère de l'Économie et des Finances compte mettre en place d'autres stratégies, rationaliser la masse salariale, réduire le train de vie de l'État et revoir à la hausse les objectifs de recouvrement assignés aux 3 régies de recettes, plus 58 milliards de francs CFA au total, soit 34 milliards de francs CFA pour les impôts, 20 milliards de francs CFA pour les douanes et 3 milliards de francs CFA pour le Trésor. Normalement, l'exécution de la loi de finances rectificative ne devrait poser aucun problème. Le gouvernement de la transition avait mis l'accent sur l'apurement de la dette intérieure et le recouvrement des chèques impayés. Même si en fin 2015, on est tombé dans une impasse budgétaire, l'État a pu dégager de nos jours une épargne budgétaire de 50 milliards de francs CFA. Par contre, les conditions de réalisation et le calendrier de mise en œuvre du nouveau budget suscitent des interrogations. Cette loi de finances rectificative devra être soumise à l'Assemblée nationale pour examen et adoption, alors qu'on est déjà à la fin du premier trimestre 2016. Avec la création des postes de secrétaires généraux adjoints, la volonté de réduire le train de vie de l'État ne restera-t-elle pas un vœu pieux? On l'imagine pour l'instant, la préoccupation des départements ministériels, c'est de s'assurer que les salaires seront payés à bonne date, qu'ils pourront disposer rapidement de crédits pour dérouler leur programme d'activité. La communauté internationale célèbre aujourd'hui, 22 mars, la journée mondiale de l'eau. Au Burkina Faso, c'est à Napalgué, dans le BAM, que s'est tenue la cérémonie officielle de cette journée sous le thème eau et emploi. Une cérémonie qui a permis d'interpeller sur l'urgence de faire de l'accès à l'eau potable une priorité. Ibrahim Sombier, Olopoda. Eau et emploi, au-delà des mots, le thème de la Journée mondiale de l'eau, édition 2016, rend hommage aux professionnels de tous les métiers qui luttent pour l'accès universel aux services d'eau potable. Jadis réservé aux seuls ingénieurs et autres techniciens de l'eau, le domaine de l'eau fait appel aujourd'hui aux sociologues, aux économistes, aux juristes, aux communicateurs et journalistes, aux chercheurs, managers, bref, à plusieurs corps de métiers. C'est pour interpeller toutes les parties prenantes du secteur de l'eau
et de l'assainissement, parce que nous lions toujours l'eau à l'assainissement. Les interpeller pour au moins 3 choses. La sensibilisation quant à la nature périssable et épuisable des ressources en eau. Les sensibiliser pour l'entretien et la préservation de la qualité de l'eau. Les sensibiliser pour un accès équitable à l'eau. L'accès universel à l'eau et à l'assainissement est la directive donnée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2015 lors de l'adoption des objectifs de développement durable. Et à l'échelle du Burkina, l'adoption de la loi portant droit d'accès à l'eau et à l'assainissement érige le combat pour un accès durable aux services d'eau et d'assainissement en une priorité absolue et en un devoir de tout citoyen. Nous serons toujours aux côtés du gouvernement et des populations pour faire de l'eau une priorité, concrétiser le droit d'accès à l'eau, que les enfants puissent disposer aussi de l'eau potable, que ce soit à domicile, que ce soit au niveau des établissements scolaires. Et enfin, c'est aussi faire en sorte qu'au niveau des formations sanitaires, qu'il n'y ait plus de centres de santé sans ouvrage d'eau potable. Comme mesure phare pour booster le secteur de l'eau, le gouvernement burkinabé annonce pour le 31 mars prochain le lancement de la campagne Zéro Corvée en réponse à un engagement pris par le président du Faso lors de la campagne électorale. À l'occasion de la célébration de cette journée, l'UEMOA, dans le cadre de son programme d'hydraulique villageoise, a mis 400 forages à disposition des populations de 3 régions du Burkina pour la réalisation des infrastructures, plus de 2 milliards de francs CFA. Ibrahim Sombier, Olopoda. La corvée eau de la vie de l'UEMOA, au-delà de la pénibilité de cette tâche, elle sape tout effort de développement. En un mot, c'est un drame humain auquel l'Union économique et monétaire ouest-africaine ne veut assister impuissant. Ces 400 forages que l'organisation sous-régionale offre au Burkina Faso dans le cadre de son programme hydraulique villageoise font partie de la réponse de l'UEMOA à une problématique commune à ses 8 États membres. L'UEMOA a compris que sans eau, il n'y a pas la vie, sans eau, il n'y a pas l'agriculture, sans eau, il n'y a pas l'élevage, sans eau, il n'y a pas l'aquaculture, sans eau, il n'y a pas l'assainissement et la santé. Donc voilà pourquoi depuis 2006, l'UEMOA en collaboration avec l'AFD a conduit un vaste programme de programme hydraulique villageoise dans les 8 États membres de l'UEMOA. Le geste est grand, tout comme sa portée. Le ministre de l'eau et de l'assainissement ne tarit pas d'éloges à l'endroit de l'UEMOA dont l'action touche un secteur vital pour le développement. Ça participe à l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour les populations et pour aussi nos bétails. Ça participe à l'atteinte des objectifs du programme du président Kaboré qui a promis la corvée zéro à l'issue de son mandat. Ces forages sont réalisés par la Sonater, la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural. Et les plus heureuses, ce sont ces femmes qui faisaient de longues distances pour avoir le liquide précieux. On s'approvisionnait dans ces mares, mais avec ces forages, on a de l'eau potable pour améliorer notre condition de vie. C'est la preuve que la Sonater a les capacités pour pouvoir réaliser de telles infrastructures. Ça fait partie donc de l'expertise de la Sonater. Donc c'est un volet de notre expertise que nous venons de voir concrétiser. 2,7 milliards de francs CFA, c'est le coût global de ces 400 forages réalisés dans les régions du plateau central, du centre-sud et du centre-nord. Le PAFASP, le programme d'appui aux filières agro-silvo-pastorales, invite les acteurs du monde rural à s'approprier le contenu de la loi 034 sur le foncier. Il a organisé une rencontre de sensibilisation et d'information au profit des producteurs de Bobo Dioulasso, Hassan Gouragou et Moussa Sanon. La sécurisation foncière constitue un des facteurs contraignants dans la mise en œuvre des initiatives des promoteurs de micro-projets de petites irrigations et des acteurs des infrastructures structurantes. Le PAFASP, le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales, a compris que l'appropriation des orientations de la loi foncière par ces acteurs était la solution. Nous avons prévu par exemple de réaliser
Et pour les vergers irrigués, par exemple, 600 hectares de vergers. Et chaque promoteur doit avoir un verger de 5 hectares. Vous imaginez donc que si vous investissez dans 5 hectares et vous n'avez pas la sécurisation de votre terrain, ça pose problème. Il s'agit donc pour les PAFASP de donner l'information la plus large possible à ces acteurs afin de les amener à se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Sans la sécurisation de nos domaines, on ne peut pas faire de grands investissements. Et si on a un tel projet qui nous appuie pour mieux comprendre la loi, pour voir comment nous pouvons faire afin de sécuriser nos domaines, je crois que c'est très important. Sur le terrain, cela va consister à mettre en place dans un certain nombre, dans toutes les communes du Burkina Faso, des institutions de sécurisation foncière pour permettre aux producteurs d'avoir accès à des services pour qu'on leur délivre des actes qui les permettent d'être sécurisés sur leur terre. Cette rencontre sur l'appropriation de la loi 034 par les acteurs du monde rural constitue le dernier des 3 ateliers que le PAFASP organise. Comment impliquer les communautés locales dans la gestion des établissements pénitentiaires? La question est au centre d'une rencontre de réflexion qui se tient à Koudougou sous l'égide du ministère en charge de la justice et des droits humains. Roger Kam, Ramatouzida. La gestion des établissements pénitentiaires au centre d'une rencontre entre les acteurs sociaux. L'objectif est d'inviter ici les différentes communautés à s'impliquer davantage dans la gestion de ces centres d'accueil. Il s'agit de dégager le rôle et la contribution de ces partenaires dans la réinsertion sociale, l'humanisation des prisons et le suivi des pratiques pénitentiaires pour plus de professionnalisme. Le diagnostic est que leur implication est mitigée. Et de ce point de vue, l'administration pénitentiaire estime qu'il est temps de faire appel à tous les acteurs concernés par cette question de réinsertion sociale des détenus, cette question d'humanisation des prisons, cette question de correction de la personne délinquante, afin que nos prisons soient des prisons à l'image des normes internationales. 3 jours pour rassurer les participants sur la mission et le fonctionnement de ces établissements pénitentiaires dissimulés un peu partout à travers le pays. Nous sommes tous des prisonniers potentiels. Bon, par rapport à ça, il faut que d'abord les lois que nous prenons aujourd'hui pour ces coutumiers-là, les comportements que nous avons pour ces détenus-là, il ne faut pas que nous exagérions. Il faut bien qu'on sache qu'un jour ou l'autre, nous pouvons être là et que ce que nous avons peut-être fait pour ces détenus, nous aussi nous le subissons. Il est attendu de ces acteurs sociaux une prise de conscience dans leur accompagnement à la gestion de ces centres pénitentiaires. De ces travaux de réflexion, il va ressortir des pistes de coopération et des stratégies pour un meilleur engagement des communautés dans la gestion et la réinsertion des détenus. La journaliste Céline Elola de la radio municipale de Ouagadougou a remporté le prix panafricain EFOA d'Orkeno en catégorie radio, bien sûr. Ce prix récompense les reportages qui font la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines. La remise du prix avec Alidou Badini et Ismaël Diloma Sirima. Céline Elola, journaliste à la radio municipale de Ouagadougou, est la lauréate radio du prix panafricain EFOA d'Orkeno. Ce prix récompense les reportages sur les mutilations génitales féminines. Dans son œuvre, Céline Elola a mis l'accent sur la participation des hommes à la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines. J'ai choisi ce sujet-là parce qu'il m'importait, il me tenait à cœur de voir cesser la pratique de l'excision dans mon pays. C'est une pratique qui perdure et quand on cesse de parler d'une pratique néfaste, elle ressurgit et il ne faut pas pour moi cesser d'en parler. Le prix panafricain EFOA d'Orkeno est à sa première édition. Il a connu la participation de 91 œuvres, dont 9 du Burkina Faso. Donc ce prix de Céline est pour moi l'invite à toute la presse à redoubler d'efforts. On parle de choses qui sont extrêmement visibles, mais ces questions-là sont extrêmement sensibles. Et il faut que de la même façon que nous avons parlé de démocratie pendant des années, il faut que nous parlions de la fin de ces mutilations-là avec beaucoup de force. Le prix EFOA d'Orkeno est une création du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Il se propose d'accompagner entièrement Céline Elola dans la production de l'œuvre de son choix.
Et puis, ces informations de Sidwaya, des retards de parution sont constatés depuis quelques jours. Les services techniques sont actuellement à l'œuvre pour remettre en marche les machines. La direction commerciale et marketing des éditions Sidwaya s'excuse auprès de sa clientèle et de ses abonnés pour ces désagréments. Elle promet la reprise régulière des livraisons pour bientôt. La suite du journal, des assaillants ont attaqué hier un hôtel de Bamako dans lequel résident des instructeurs militaires de l'Union européenne. Les assaillants ont été repoussés. Un d'entre eux a été tué. Une attaque contre un hôtel de Bamako lundi soir. Les assaillants ont été repoussés et l'un d'entre eux a été tué. L'hôtel abrite des militaires de la mission de l'Union européenne qui entraînent l'armée malienne et se trouve dans une zone protégée à proximité de l'ambassade des États-Unis. Les échanges de feu ont commencé un peu avant 19h, heure locale, et se sont poursuivis pendant 1 heure. Le 20 novembre dernier, une attaque revendiquée par l'État islamique contre l'hôtel Radisson de Bamako avait fait 20 morts. Mardi noir à Bruxelles, la capitale belge a été la cible d'attaques terroristes. Dans la matinée, des explosions ont retenti à l'aéroport et dans un métro. L'État islamique a revendiqué les attaques qui ont fait 34 morts et plus de 200 blessés. L'attentat a fait pour l'instant donc 34 morts et 230 blessés. 2 explosions se sont produites à l'aéroport international de Zaventem, une autre dans le métro. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Donc le procureur fédéral a donc rappelé que l'un des 3 suspects identifiés sur la vidéosurveillance de l'aéroport de Zaventem est donc actuellement recherché. Il s'agirait peut-être du 3e homme, puisque donc le parquet fédéral a rappelé que donc, probablement 2 hommes identifiés sur la vidéosurveillance se sont fait exploser. Et le 3e, et les artificiers ont retrouvé un 3e engin explosif qu'ils sont parvenus à neutraliser. Et c'est sans doute l'engin explosif que portait cet homme. Et puis, l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina condamne les attaques contre l'aéroport et une station en 2 métros à Bruxelles. Pour Jean Lamy, ces attaques sont des actes terroristes et contraires aux valeurs de développement partagées par les pays de l'Union européenne. On écoute Jean Lamy. Nous venons d'apprendre les attentats qui viennent de frapper Bruxelles. Ceci vient après malheureusement une série d'autres attentats qui ont eu lieu en Afrique, comme vous savez, à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, à Ouagadougou, à Bamako, après Paris. Et je ne peux que redire que l'Union européenne est solidaire des victimes et extrêmement choquée par ce qui arrive. Ces attaques sont des atteintes aux valeurs que nous défendons tous et qui sont des valeurs de développement, des valeurs partagées, notamment par l'Union européenne et par tous ses partenaires, et ici aussi au Burkina Faso. Voilà des propos recueillis par Jean-Eudes Bayala et Aimé Solange Guigman. La revue de presse à présent, à la une des quotidiens du jour, le mouvement d'humeur des populations riveraines de la zone industrielle de Kosodo et les suites de l'élection présidentielle au Bénin. La revue de presse, c'est avec Sibidi Issa Lankwande. Patrice Talon remporte les élections au Bénin face à Lionel Zinsou avec plus de 65% des suffrages. Une victoire haut la main commentée par les quotidiens. Pour les éditions Le Pays, les raisons de cette victoire de Talon sont à rechercher dans le parachutage de Zinsou dans cette compétition électorale imposée par le président Yahi Boni. Une entrée par effraction sanctionnée par les Béninois, recalée pour inaptitude moteur aux commandes de l'État, commente l'observateur Palga, qui salue l'attitude républicaine du perdant qui a tout de suite reconnu sa défaite. Plus que cela, souligne le journal Le Soir, il faut reconnaître une grandeur d'esprit à Zinsou dont le comportement mérite d'être salué à sa juste valeur. Tant en Afrique, les résultats aux élections débouchent presque toujours sur des contestations, voire des violences. Mais en cela, c'est le Bénin qui gagne, poursuit Le Soir. Patrice Talon élu, que va faire Yahi Boni? Va-t-il se tirer une balle dans la tête? Se questionne aujourd'hui au Faso, lui qui a toujours juré que son richissime opposant ne sera jamais président de son vivant.
Le scénario a beau être cauchemardesque pour lui, Talon va bien le remplacer au palais de la Marina. Reste aussi à savoir ce que le nouvel élu va faire de sa victoire. S'il veut réussir, pointe aujourd'hui au Faso, il faut qu'il fasse le distinguo entre les affaires et la politique. Autre sujet, chaud de matinée à la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou, les riverains exigent 50% des emplois dans les usines, nous informe le quotidien. Des populations des quartiers jouxtant la zone ont barricadé les accès aux usines, empêchant les travailleurs d'accéder à leurs postes. Le problème, précise le journal, réside dans le désir de ces populations de voir leurs conditions de vie améliorées. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.